Merci Guillaume. Donc on va parler de carbone, qui est évidemment un sujet central avec le scénario national bas carbone et la traduction par la RE 2020. Alors comme le disaient Liès et Céline, il y a encore pas mal de trous dans la raquette, puisqu'il y a pas mal de bâtiments qui ne sont pas encore soumis à cette RE 2020. Et puis il y a tout le sujet de la réhabilitation aussi qui est complètement ignoré de cette réglementation pour l'instant. Donc il y a encore des trous dans la raquette, mais ce qui est intéressant, et c'est d'ailleurs une spécificité française, c'est que ce sujet soit au centre de la réglementation sur le neuf et qu'on y ait recours de manière maintenant systématique sur la construction de logements, de bâtiments tertiaires, mais aussi dans les bilans carbone de dossiers de création de ZAC, etc. Donc c'est vraiment un enjeu important. Et quand j'ai préparé cette table ronde, plusieurs m'ont dit attention, c'est pas l'unique enjeu. Et ça, on en est bien conscient. D'ailleurs, c'est une des thématiques d'aujourd'hui. C'est pas la seule. Donc, il faut évidemment toujours que ça s'inscrive dans une réflexion systémique sur la construction. Mais malgré tout, c'est un enjeu primordial puisque c'est une des limites planétaires qui participe à l'urgence climatique qui est le forçage radiatif. Et il nous semble aussi à l'expérience que c'est en fait une porte d'entrée pour plus de virtuosité sur le bâtiment. Quand vous choisissez de construire en bois pour des raisons carbone, ben vous inscrivez aussi votre bâtiment dans l'économie circulaire. Quand vous choisissez de faire du pisé ou de la paille, ben vous prenez des ressources naturelles locales, vous faites travailler le savoir-faire local. Quand vous supprimez du parking au nom du bilan carbone, mais là aussi, finalement, vous travaillez au nom de la sobriété. Donc, il y a un enjeu, je pense, très fort autour du carbone. Alors, comment on fait pour faire de la construction bas carbone, concilier le bas carbone et le coût maîtrisé ? Marie-Odile Farino disait ce matin, il faut multiplier les solutions. C'est le cas aussi pour le carbone dans la construction. Et un des premiers leviers, c'est repenser nos modèles économiques. Et à ce titre, je voulais donner la parole à Mathilde Farkas, qui va nous présenter une opération avec un équilibre financier pas facile et les solutions qu'elle a pu mettre en place pour y arriver. Merci. Je ne ressemble plus du tout à la photo. Merci. Du coup, je vais peut-être juste replacer dans le contexte. Donc, Mathilde Farkas, on a monté avec mon frère une société donc, qui s'appelle Œuvrer durablement. On avait tous les deux envie de mettre un peu plus en phase nos valeurs et puis ce qu'on faisait au quotidien. Et du coup, on a commencé déjà par établir une petite charte éthique de ce qu'on considérait être bien ou pas avant de monter cette société. Donc ça, je pense que c'était une base. Avant ça, j'ai passé 8 ans dans la promotion immobilière. Donc, il y avait un peu de boulot. Et donc, quand on a abordé ce qu'on voulait faire, il y avait vraiment cette dimension de réhabilitation et cette volonté de travailler sur des territoires ruraux et sur des villes de taille moyenne. Seulement, quand on intervient sur ces secteurs-là, on est sur des équilibres économiques qui sont particulièrement fragiles. Et donc, ça nous a obligés à repenser un peu le modèle. Donc là, on est sur une opération à Belleville-en-Beaujolais, qui est un ténement qui est délaissé depuis de nombreuses années. On est juste en face d'une église du XIIe siècle. On a un ERP au rez-de-chaussée. Et puis, on vient travailler sur une rehausse en ossature bois avec un PPRI particulièrement contraignant. Donc, en fait, cette opération, personne ne voulait la faire. Par chance, on est tombé dessus. Et donc, on a commencé à la réfléchir, à l'envisager, refaire du logement de qualité en centre-ville avec des espaces extérieurs, mettre de la qualité d'usage. C'est ça qu'on a voulu faire. Donc on a un T3 en duplex au-dessus d'un rez-de-chaussée commercial et une maison de ville. Quand on a abordé ce projet, et de manière un peu plus générale, au départ, quand on a monté la société, on s'est dit ouais, nous on va faire la totalité des travaux, on va être hyper performant, ça va être génial. Bon, en fait, ça se passe pas comme ça, parce qu'en fait, dans un bilan de marchand de biens, parce que c'était le modèle, on va dire, préétabli,
quand on porte la totalité des travaux, c'est impossible, enfin, sur des territoires où les prix de l'immobilier en revente, on ne dépassera pas les 3 000 €, on n'arrive jamais à faire sortir l'opération. Donc en fait, on a dû réfléchir à un modèle un peu différent. Donc ce modèle différent, il couplait à la fois une partie qu'on réaliserait nous en tant que marchands, qui serait une partie clos couvert. Se pose la question de toute la partie environnementale quand on doit faire une isolation par l'extérieur. Parce qu'en fait, nous, en tant que marchands, on n'a pas le droit d'avoir des aides. Donc là, c'est peut-être un levier par rapport à la massification. Est-ce que les professionnels ne pourraient pas eux aussi avoir des aides qui permettraient de faciliter les projets? Et ensuite, Yann disait un volume capable. Et donc après, on revend et on accompagne les acquéreurs dans le cadre des travaux de rénovation énergétique et des travaux de finition. L'avantage étant de pouvoir diminuer le prix pour les acquéreurs. Là, en l'occurrence, sur ce projet-là, l'un des leviers, ça a été d'avoir une collectivité qui était particulièrement réceptive sur les sujets environnementaux. C'est un foncier qui leur appartient. Donc, on a pu partager avec eux des ambitions, les mettre, travailler ensemble sur ce projet-là. Et bien évidemment, sur la question foncière, étant donné qu'on voulait pousser les enjeux environnementaux, on a pu réfléchir sur un prix qui était cohérent. Donc il y a cette première partie de maîtrise foncière. Et puis ensuite, il y a bien évidemment le levier de la gouvernance. On n'est que 2 dans l'entreprise, donc en fait, la personne qui monte le projet, c'est aussi la personne qui va commercialiser. Puis c'est mon frère qui gère les travaux. Donc en fait, on arrive à avoir, comme on partage des valeurs, on arrive à avoir une cohérence d'ensemble et de pousser au maximum les sujets en se disant là, il y a un levier, là, il y en a un. Et en l'occurrence, ici, finalement, c'est aussi la force d'être des petites structures et c'est ce qu'il va falloir massifier. Si on veut massifier la réhabilitation, il va falloir qu'il y ait beaucoup plus de petites structures parce qu'on travaille uniquement dans de la dentelle. Et donc, le fait d'être 2, ça nous a donné aussi beaucoup d'agilité, puisque finalement, ce projet, on le travaille avec une seule personne qui va acheter l'ensemble et qui imagine peut-être y vivre dans un second temps. Donc, on travaille aussi l'évolutivité. Et donc, finalement, on ne portera pas les travaux et on accompagne notre acquéreur dans l'ensemble des travaux qui seront réalisés. Donc ça a remis en question le modèle, on a su s'adapter, mais il y a vraiment cette notion de portage financier qui est un vrai frein pour moi à la décarbonation des projets. Et justement, en termes de portage financier, vous m'aviez parlé aussi des SCIA, qui était une solution selon vous pour engager les futurs propriétaires et occupants dans cette démarche bas carbone. Oui, tout à fait. En fait, donc quand on a abordé nos projets, à chaque fois qu'on réfléchissait, on se rendait compte, parce qu'on est une petite structure et parce qu'on n'arrive pas à avoir des financements verts, que les frais financiers et les frais bancaires, le portage représentait en gros entre 7 et 13% du prix final du bien. Et donc là, on se dit, en fait, tout l'argent qui passe là-dedans, donc qui passe quelque part dans le capital, c'est de l'argent qui ne va pas aller dans une réhabilitation plus durable. Donc là, on a commencé à réfléchir, à se dire, ok, comment est-ce qu'on peut éviter ça? Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on porte. Et à ce moment-là, je m'intéressais beaucoup au sujet de l'habitat participatif. Et l'un des leviers, je me rendais compte, c'était peut-être le modèle des SCIA. Et donc là, j'ai rencontré Gilles Lambert de Cologie, qui travaille sur l'habitat participatif et donc qui travaille par le biais de ces SCIA sur des projets de réhabilitation. Donc la SCIA, c'est une société qui a vocation, société civile d'attribution. En fait, on constitue un groupe d'habitants qui vont devenir donc actionnaires de cette société à hauteur des tantièmes qu'ils auront dans l'opération. Et donc, par le biais, c'est chaque acquéreur qui va donc souscrire un prêt de manière, on va dire, classique. Et c'est grâce à ce financement-là, le financement de la société donc, se fait par le biais de chaque particulier. Et c'est donc cette société-là qui va porter le projet.
Et donc par ce levier-là, je pense qu'il y a un axe qui paraît extrêmement intéressant pour venir réinjecter une part du portage financier dans la réhabilitation durable. Merci beaucoup Mathilde. Je voudrais passer la parole à Arnaud Cession, qui a beaucoup travaillé sur les questions de foncier solidaire. Et puis de la question de la propriété, le temps long d'investissement qui peut aussi être une solution pour financer des constructions bas carbone. Très bien, merci. Un petit mot d'introduction sur Ronson Habitat, notre coopérative HLM. Donc nous sommes un acteur du logement social et abordable. Et dans notre table ronde, il y a une question essentielle sur l'abordabilité, le coût maîtrisé de ce qu'on fait. Et comme on a échangé ce matin déjà avec notamment Villeurbanne qui était présente, quid de l'abordabilité de ces futurs logements qu'on a tous envie de construire, mais dont on peine à trouver le modèle économique. Donc Ronson Habitat a cette dualité d'être à la fois promoteur de logements abordables, mais également gestionnaire, que ce soit gestionnaire de logements locatifs sociaux et gestionnaire de copropriété au travers de son activité de syndic. Et effectivement, on a fait des premiers pas assez tôt dans la question de ce Graal sur un foncier plus responsable et plus équitable avec le dispositif qu'on appelle le bail réel solidaire, en créant un des premiers organismes de foncier solidaire. À noter également dans notre vision que la question du logement et du logement abordable est au centre de nos préoccupations, mais dans une vision aussi plus globale de la ville. Pour donner un exemple, ici on est dans un bâtiment dont la maîtrise d'ouvrage est de Ronson Habitat, parce que c'est une opération d'ensemble qui comprend des logements abordables, des locaux d'activité et avec en fil conducteur la culture, donc cet ensemble qu'on n'a pas l'habitude de faire tous les jours en tant que coopérative HLM et qui a l'air de marcher à peu près, donc c'est bien. Et sur la question de l'abordabilité, c'est vraiment nous c'est le cœur du sujet, parce que c'est le cœur de notre mission d'un organisme HLM, que ce soit en accession, en location, que ce soit à l'achat, à la location et à l'usage aussi dans le temps. Et voilà, aujourd'hui, il n'y a pas que les aspects techniques, j'ai envie de dire. Il faut qu'on travaille d'autres mécanismes pour trouver, conserver cette abordabilité. Et ma foi, c'est un combat qui ne fait que commencer et qu'il faut sans cesse renouveler et innover. Je prends pour exemple ce fameux bail réel solidaire, donc on ne va peut-être pas forcément comprendre tout de suite en quoi un nouveau type de propriété peut être intéressant d'un point de vue du carbone. Mais si je vais un peu vite sans rentrer dans les précisions de ce dispositif, mais voilà, avec un dispositif tel quel, c'est-à-dire qui permet de garantir, de faire des logements en accession à la propriété durablement abordables dans le temps, qui seront toujours destinés à des ménages aux revenus modestes et intermédiaires, forcément, si on arrive à les faire dans des secteurs tendus également, donc dans le cœur des villes, on va forcément rapprocher l'habitat des emplois. Et là, déjà, sans parler de matériaux ou d'autres calculs, on a déjà certainement gagné, en tout cas, on a déjà économisé beaucoup de carbone par rapport à d'autres projets. Et force est de constater que si on laisse l'immobilier aux mains du marché, il y a une question de carbone et d'environnement qui se fait dessous. Quels sont les outils peut-être institutionnels qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir pousser ces solutions de foncier solidaire ou de bail de BRS? Ouais, alors l'organisme de foncier solidaire, donc là je vais rentrer un peu plus dans le mécanisme, le principe c'est tout simplement d'enlever ce fameux foncier dont on ne maîtrise pas, en fait, on en a parlé beaucoup ce matin, on ne sait plus maîtriser la valeur de ces fonciers, même quand l'immobilier va mal aujourd'hui, les fonciers restent chers, donc il y a un truc qui nous échappe. Le ZAN et la rareté des fonciers va en remettre une couche.
Comment le système de valeur va évoluer dans l'avenir? Aujourd'hui, on ne sait pas, entre construction neuve, réhabilitation. Enfin, c'était bien la question de ce matin, mais pourquoi ce foncier il a une valeur? Pourquoi les fonciers de friche ont cette valeur? Enfin voilà, il y a quand même une question aujourd'hui qu'il faut réguler. Et quelque part, un organisme de foncier solidaire, c'est un organisme à but non lucratif et qui va détenir les droits fonciers et permettre de sortir de l'équation d'un prix de revient qui constitue à la fin un prix de vente à des acquéreurs, sortir cette question du foncier parce que en tant qu'organisme un peu plus institutionnel et à but non lucratif, il va pouvoir le financer sur des durées très longues, plus de 80 ans aujourd'hui, et avec des financements institutionnels auprès de la Banque des Territoires notamment et d'autres financements, mais qui permettent de lisser ce foncier dans la durée et surtout de faire en sorte que tous les propriétaires successifs dans un schéma infini, si ça se passe bien, finalement cotisent tous une part plus faible sur le foncier. C'est un calcul vraiment dans la durée. Ce matin, on parlait beaucoup de comment raisonner en global, en longue durée. Et on peut le faire désormais un peu plus sur le foncier, même si ça résout absolument. Enfin, c'est pas un outil magique qui permet au contraire, c'est un outil de régulation foncière et surtout pas de spéculation foncière. Merci beaucoup. Ensuite, un deuxième levier, donc on a parlé du levier économique. Ensuite, il y a un deuxième levier, c'est s'inscrire vraiment dans une économie circulaire. Et à ce titre, je voulais passer la parole à Marielle Fronzini du groupe CERL, qui a la spécificité d'avoir beaucoup de métiers au sein de la CERL et du coup de pouvoir activer des synergies intéressantes. Oui, alors on a la lourde charge aussi d'être la dernière table. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Vous avez vu plusieurs aménageurs. Donc, je vais essayer de montrer et de dire autre chose que ce qui a déjà été dit. Donc, quelles sont un peu les spécificités de nos réponses à la CERL? En effet, la structuration du groupe en lui-même est déjà une réponse. Donc, on a plusieurs métiers, on a plusieurs outils, ce qu'on appelle maintenant des grappes d'outils. On est une SEM, on est une SPL et on a des filiales qui font à la fois de l'immobilier d'entreprise. Donc on en a parlé plusieurs fois. On a un petit peu les mêmes façons de travailler et on fait de l'énergie décarbonée avec CERL Énergie. Donc ça, c'est la maîtrise de la chaîne de valeur. Et je rebondirai sur quelque chose qui a déjà été dit. Donc on maîtrise, cette maîtrise nous permet d'anticiper, de discuter avec nous-mêmes, notamment pour nos opérations de village d'entreprise. J'en parlerai un peu plus tard. Mais ce que je voulais rajouter, c'est que surtout on fait partie d'un écosystème. Et sans cet écosystème, on n'arriverait pas à avoir des objets aussi innovants, à valeur d'exemple en tout cas. Cet écosystème, c'est au sein de la métropole, c'est les documents cadres, la charte des espaces publics, le référentiel habitat durable. Il y a bien sûr le cadre réglementaire qui nous pousse à tous à aller dans un sens. Hors métropole, on est aussi challengé parce qu'on vient nous chercher pour avoir des conseils. Je pense à Belleville, en Beaujolais exactement aussi, sur la dissociation foncière. C'est savoir comment ce qu'on fait en secteur dense, on peut le faire ailleurs aussi. Donc c'est cet écosystème qui nous challenge. Et alors, comme j'avais envie de dire quelque chose qui n'a pas été encore trop dit, et qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, qu'est-ce qu'on sait faire, nous, CERL en tout cas, et je pense qu'on n'est pas les seuls à savoir le faire, à coût maîtrisé, c'est l'innovation méthodologique et organisationnelle. À la CERL, on a fait le choix d'être sur une innovation pragmatique et frugale. C'est innover par et pour les projets. Donc on ne va pas forcément pas tout le temps chercher des grands fonds de subventions. On est là aussi pour s'appuyer sur le projet en lui-même et qu'est-ce qu'il peut porter ce projet. Donc c'est vraiment la force qu'on a choisie pour mieux anticiper et maîtriser les coûts. Et enfin, quelque chose que je voudrais souligner aussi, c'est la valeur humaine de tous ces efforts qui sont faits, qui reposent sur des chefs de projet. Donc il y a beaucoup de choses où on va soit chercher des nouveaux prestataires, parce qu'on anticipe dès le départ. Je pense à l'AMO économie circulaire. On a eu les bels exemples, et je remercie d'en avoir parlé, sur la Solé, donc la gestion des terres. Donc on va pouvoir chercher et dire qu'est-ce qu'on va chercher comme prestataire. Il y a des opérations où on ne peut pas aller chercher des prestataires, et là ça s'appuie sur la montée en compétences de nos chefs de projet.
Donc on a un grand parcours de formation qui sert beaucoup à l'acculturation. Et puis après, il y a tous les réseaux auxquels on participe et qui nous forcent vraiment à nous poser d'autres questions, des fois qui sont un peu loin de notre vie opérationnelle, mais au fur et à mesure qu'on a des objets, je pense aussi à SPL qui nous a présenté les terres fertiles, nous, dans nos opérations, on va dire qu'il y a des choses qui sont intégrées. Ça y est, en fait, on le fait naturellement. Et ça, c'est vraiment pour avoir une note positive. Je pense que la décarbonation, l'innovation, elle a un coût, mais elle repose aussi sur des efforts humains qu'il faut souligner. Et enfin, une dernière chose, c'est tous les co-bénéfices. Quand on travaille sur un espace public, aujourd'hui, on a de nombreuses questions à se poser. Donc, comme je vous disais, on va chercher des expertises. On travaille beaucoup moins en silo qu'avant. On est là à être chef de projet. Aujourd'hui, c'est un grand chef d'orchestre qui est capable d'écouter différents experts. On a vu qu'il y a quand même des innovations techniques qui nous demandent de pousser assez loin. Et donc, on devient ce chef d'orchestre qui nous demande un peu de temps pour arbitrer quelles sont les innovations sur lesquelles on va pouvoir avancer. Ces innovations, souvent, elles ont des co-bénéfices. À la CERL, donc ça fait 1 an maintenant qu'on a une personne qui s'occupe de la performance et des indicateurs. C'est pas sur le papier, on se dit ouf, ça fait un peu mal. C'est un grand tableau Excel, mais ce tableau Excel, une fois qu'on en a sorti un peu de matière, on voit que nos engagements, qui sont, comme je disais, des efforts humains, on arrive à avoir des indicateurs et voir la co-bénéfice en termes de végétalisation, en termes de biodiversité, et en termes de réchauffement. Ensuite, bien sûr, il y a des enjeux, il y a des choses à davantage investir. Je pense au bilan carbone de nos opérations. Aujourd'hui, on a fait des bilans carbone, ils sont arrivés un peu tard. Donc ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire des choix, on n'est pas en amont en se disant quel est le coût-bénéfice de l'investissement économique et du coût carbone. Ça, c'est des champs qu'on va ouvrir. Sur le réchauffement aussi, on a fait des choses, il faut savoir les évaluer maintenant. Donc le réchauffement, la gestion de l'eau, on a encore des choses sur la gestion des eaux grises notamment. Voilà, il y a plusieurs questions qui sont des champs d'investigation. Donc finalement, ce qui est important pour vous, c'est la réflexion très en amont, la formation, l'acculturation des gens, et puis les retours d'expérience de ce qui a déjà été fait. C'est ça qui vous permet de... C'est ça, exactement. C'est une bonne transition parce que vous avez parlé d'innovation et c'est le 3e levier que je voulais aborder. Alors l'innovation, on peut le voir comme l'innovation technique, mais souvent l'innovation dans le bas carbone, ce n'est pas que de l'innovation technique. On a d'ailleurs la construction bas carbone fait souvent appel à des constructions vernaculaires, enfin des constructions qu'on avait l'habitude de faire, mais qu'il faut remettre finalement au goût du jour avec le contexte normatif actuel et les attentes qu'on a actuellement autour de la construction. Et je suis très content d'avoir un courtier en assurance autour de la table, parce qu'il a été réclamé plusieurs fois ce matin d'ailleurs. Et d'autant plus content que quand j'ai discuté avec Pierre en préparant cette table ronde, Pierre m'a dit il n'y a aucune opération qui n'est pas assurable. C'est surtout de la préparation de l'innovation, c'est-à-dire du dialogue et l'inscription dès le démarrage de l'opération de la question assurantielle. Donc, je veux bien vous entendre là-dessus, Pierre. Alors, aucune opération inassurable, oui, effectivement. Il faut, si vous l'avez dit, effectivement anticiper. Bon, déjà, je ne suis pas assureur, effectivement. J'ai été assureur longtemps, avant qu'on me jette des cailloux. Maintenant, je suis courtier. Donc, voilà, je suis passé du bon côté. Je suis là pour accompagner les maîtres d'ouvrage dans leurs projets. Et j'ai écouté beaucoup de choses aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé, et notamment le fait qu'il faut être ambitieux. Et je suis tout à fait d'accord là-dessus. Par contre, c'est vrai que le parcours assurantiel
des maîtres d'ouvrage n'est pas toujours merveilleux. Et effectivement, on a entendu toute cette complexité à monter une opération, à trouver un foncier, à avoir une ambition environnementale, à essayer d'aller vers quelque chose de vertueux. Et puis à la fin de ce processus, quand le projet est prêt, on va voir son assureur. Et là, l'expérience utilisateur, généralement, n'est pas merveilleuse. Parce qu'il va poser plein de questions, il va vous dire que c'est pas possible ou que c'est compliqué, ou voilà. Donc c'est dans cette expérience que on réfléchit aujourd'hui pour un peu changer les choses, parce que effectivement les assureurs, et c'est ce que je disais, moi j'étais assureur pendant 15 ans, et il faut comprendre aussi leurs enjeux pour pouvoir accompagner au mieux les maîtres d'ouvrage dans ce parcours assurantiel. Pour comprendre leurs enjeux, moi je vais prendre un sujet que je connais bien, le réemploi. Ça fait plusieurs années, et c'est là que j'ai rencontré Guillaume Parisot-Déode au sein du booster du réemploi. On a fait partie de la cellule innovation pour lever les freins techniques et assurantiels au réemploi. Le réemploi pose énormément de problèmes. C'est un peu le type de sujet pour les assureurs, c'est le casse-tête. C'est-à-dire que techniquement, avec une assurance décennale qui va devoir couvrir un chantier pendant 10 ans, ils vont avoir effectivement une problématique technique. C'est comment on est sûr qu'un produit qui est de deuxième main va avoir la durabilité nécessaire, comment on est sûr que ce produit est encore aux normes actuelles. Et puis juridiquement, ça pose un certain nombre de problèmes parce que ça déséquilibre le schéma habituel de l'acte de construire avec un recours contre un fabricant. Donc on n'a pas forcément ce recours vis-à-vis d'un fabricant. Ça pose des problèmes aussi de valorisation parce que, vous le savez, une assiette d'assurance dommage ouvrage, elle est assise sur un coût de chantier qui intègre la main-d'œuvre et la fourniture. Et sur des projets de réemploi in situ, par exemple, on peut avoir un problème de valorisation des produits réemployés in situ. Ça pose aussi des problèmes de responsabilité du maître d'ouvrage qui peut avoir un rôle d'immixtion à l'occasion de ces chantiers qui intègrent du réemploi. Ça a amené les assureurs à avoir une position qui est discutable techniquement, qui a été de qualifier le réemploi comme une technique non courante. Il y a eu beaucoup de papiers là-dessus, de savoir si c'était le cas ou si ce n'était pas le cas. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ce sujet-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est de quoi ont besoin en fait, les assureurs pour couvrir une opération qui donne l'occasion d'intégrer des matériaux du réemploi. Les assureurs, en fait, ils ont besoin de la réponse à toutes ces questions. C'est aussi simple que ça. C'est est-ce que les produits qui sont utilisés sont durables? Est-ce qu'ils répondent aux normes? Est-ce que la ligne juridique est rétablie ou est-ce qu'il y a une augmentation du risque qui est liée à l'absence de recours? Toutes ces questions-là, ils doivent avoir une réponse à un moment donné. Et la problématique est que généralement, on a à peu près 30 jours pour placer une assurance d'un chantier. Voilà. Et encore, là je parle plutôt sur les marchés publics. Quand on est avec des promoteurs, ça peut être beaucoup plus court parce qu'on est prévenu quelques jours avant la signature et qu'il faut absolument trouver une solution. La contrainte aussi, elle est liée parfois au mode des marchés publics. Parce que effectivement le cadre du marché public, même s'il permet des questions-réponses, peut gêner les assureurs dans une réelle discussion sur comment le chantier a été réfléchi, conçu, imaginé. Et j'encourage effectivement, quand on est sur une opération ambitieuse, d'aller plutôt sur des procédures négociées qui permettent des échanges avec les assureurs, à défaut de quoi on risque de se retrouver dans des solutions où il n'y a pas de réponse d'aucun assureur parce qu'on n'aura pas permis d'avoir ces échanges ambitieux. D'une façon générale, et on le dit depuis le début, mais on le dit peu avec les assureurs, on a parlé beaucoup de partenariats.
Et en fait, le partenariat, il doit aussi être avec les assureurs. C'est-à-dire que les assureurs, ils doivent être intégrés très en amont des opérations, le plus possible. Et ce qui est formidable, hein, et je l'ai connu pour ma part, j'ai accompagné les premières opérations d'un promoteur en CLT en 2013. Donc on était au tout début de ces constructions bois. Ce qui a été intéressant dans la démarche de ce promoteur, plutôt que de présenter les opérations, ça a été de nous emmener, de nous expliquer comment il réalisait. On y allait avec notre expertise technique assureur. Et en fait, tout ce travail nous a amené à avoir l'impression de participer au projet, de participer à cette innovation, de faire partie de quelque chose qui était ambitieux et de réfléchir à la façon dont on pouvait l'accompagner. Et d'une manière générale, quand on réfléchit comme ça, quand l'assureur est intégré au projet, va être là pour aider à trouver des solutions, on s'aperçoit qu'on arrive à aller assez loin et qu'on peut assurer des projets qui sont très ambitieux. Aujourd'hui, quand on se dit qu'on a assuré le Grand Paris en type de multiplication de risques par rapport à mettre du réemploi dans une opération de construction, c'est extrêmement complexe. Et bien pourtant, ces opérations, elles ont été assurées. Donc, je ne dis pas que tout est assurable. Hein. Évidemment, tout ce qui est bien conçu est assurable. Mais cet échange, il est effectivement indispensable. Donc, sur le réemploi, je pense qu'il faut prendre une habitude d'avoir une notice, effectivement, sur le réemploi, sur les matériaux qu'on utilise, sur la façon dont on va avoir... dont on va expliquer ce qu'on a fait, comment on l'a fait. Il faut aussi... se rendre compte qu'il y a des avancées avec les assureurs. Hein. Les assureurs, ils mettent un peu plus de temps à réfléchir que les autres. Ils sont plus prudents, ils sont plus frileux. Ils ont eu aussi des expériences malheureuses. Hein. Si on prend le cas du développement du photovoltaïque dans les années 2010, ça a été une catastrophe en termes de sinistralité. Ce qui a amené à reclasser un certain nombre de produits en liste rouge qui n'étaient plus assurés, qui sont passés directement en technique non courante. Et voilà, ça a eu un impact très fort sur le ralentissement du photovoltaïque pendant quelques années. Mais n'empêche que c'était lié aussi à une sinistralité qui était catastrophique sur la mise en place et un choix qui avait été fait de faire plutôt de l'intégrer plutôt que du surimposer. Voilà, et ce n'était pas forcément un choix judicieux. Donc, les assureurs aujourd'hui avancent. Ils avancent en définissant des listes de produits, par exemple, où ils vont réduire les conditions. On a certains assureurs qui aujourd'hui sont capables de définir une liste de produits qui sont destinés au réemploi et où les conditions vont être limitées. Ils sont aussi très attentifs à l'intervention des éco-organismes et à l'industrialisation du réemploi, qui va être pour eux une façon aussi de dérisquer le réemploi. On le voit déjà avec un certain nombre d'intervenants qui finalement prennent le rôle de fabricants parce qu'ils vont reconditionner, ils vont valider par un process technique un certain nombre de produits du réemploi. Et donc les assureurs sont très attentifs à ces solutions et les encouragent. J'ai aussi noté un mot tout à l'heure qui était de transformer des contraintes en valeur. Et il y a un certain nombre de choses où il faut se rendre compte que l'assurance, c'est une façon aussi de transformer cette contrainte en valeur, tout simplement parce que, par exemple, les usagers futurs ne sont pas toujours prêts au réemploi. Un usager qui achète du neuf, et je pense notamment aux promoteurs immobiliers, l'acceptation du réemploi n'est pas toujours évidente. Le fait, par contre, de pouvoir dire que ces produits, finalement cet appartement qu'ils vont acheter, même s'il a des produits issus du réemploi, il va être assuré en dommages ouvrages pendant 10 ans exactement comme un autre produit. C'est une façon de dérisquer, c'est une façon d'encourager l'usager à accepter ce réemploi. On le voit dans d'autres cas. Hein, je pense à la performance thermique des bâtiments où on réfléchit et on a pu mettre en place des garanties
de performance réelle sur des résultats thermiques. Et puis, je pense aussi, on en a parlé ce matin avec les sites pollués, et sur les sites pollués, les assureurs ont aussi développé un certain nombre de solutions pour garantir aux futurs utilisateurs que même s'il y a une pollution, il y aura potentiellement une pollution historique subsistante, eh bien, il y aura une solution d'assurance avec des garanties de passif environnemental. Voilà. Donc, il faut comprendre que les assureurs, effectivement, doivent être intégrés en amont et aussi sont en capacité de proposer des solutions qui accompagnent ces évolutions. Merci beaucoup, Pierre, pour ces précisions très complètes. J'ajouterais aussi qu'à l'issue de notre discussion, on se notait qu'il fallait bien intégrer aussi, je ne sais pas si certains sont présents dans la salle, mais les bureaux de contrôle dès les phases amont de la phase de la conception des bâtiments, justement pour appréhender ces techniques constructives. Toujours sur la thématique de l'innovation, donc on a autour de la table Jonathan Chemouille de Mathieu Hébard, à la fois de Mathieu Hébard Immobilier, enfin de Mathieu Hébard Group, donc immobilier et construction, qui travaille au quotidien sur les questions de carbone et sur la diffusion de savoir-faire dans le groupe et la définition aussi de la trajectoire globale du groupe. Bonjour à tous, je vais essayer de vous parler de tout ça en un laps de temps contenu. Donc effectivement, de Mathieu Hébard, c'est un groupe qui est né en Moselle il y a 160 ans maintenant, qui représente à peu près 4000 collaborateurs et un petit peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. On est présent historiquement dans les domaines de l'infrastructure, du génie civil, donc des ponts, des ouvrages d'art, des tunnels, bien évidemment dans le bâtiment en tant qu'entreprise générale. On est également promoteur immobilier et on travaille dans les lots techniques avec des sujets photovoltaïques qu'on a eu le plaisir de découvrir il y a quelques années avec les problématiques qui étaient associées et également des fluides techniques du bâtiment. Je vais pas vous parler essentiellement de carbone aujourd'hui, même si la RSE c'est un domaine qui est bien évidemment bien plus large. On n'a pas le temps de parler de tous ces domaines et la réflexion c'est comment on fait pour limiter l'impact environnemental du bâtiment. Et donc la première question qu'on se pose c'est pourquoi on cherche à limiter l'impact environnemental du bâtiment, et on le voit dans les chiffres. Je ne vais pas donner beaucoup de chiffres, mais il y en a quand même deux qui sont assez intéressants. C'est de savoir que dans les émissions de CO2 nationales, 35% c'est la construction des bâtiments à hauteur de 10% et le fonctionnement des bâtiments à hauteur de 25%. Guillaume et Arnaud parlaient tout à l'heure de la stratégie nationale bas carbone, dont on va avoir la nouvelle mouture sous peu en consultation pour analyse. On s'aperçoit que le besoin de décarbonation, il est nécessaire. On a des objectifs pour 2030, on a des objectifs de neutralité carbone pour 2050. Et donc finalement, décarboner la construction, c'est apporter notre pierre à l'édifice pour réduire l'impact carbone national. Donc forcément, c'est des enjeux qui sont importants pour notre groupe, tant les enjeux environnementaux, sociaux que sociétaux. Et donc on a mis en place chez de Mathieu Hébard une démarche RSE, une démarche développement durable plus généralement au sein du groupe. Et en fait, cette démarche, elle se base sur 4 piliers assez simples. C'est être exemplaire et donc commencer par réduire notre propre impact environnemental. Donc notre propre impact environnemental, ça passe par notre flotte automobile, ça passe par notre patrimoine immobilier, bien évidemment, et améliorer et réduire finalement nos émissions en électrifiant notre parc plus vite que ce qui pourrait être demandé, en rénovant nos bâtiments pour réduire leur consommation. Mais comme vous l'avez compris, on est constructeurs et promoteurs, donc forcément, ce qui génère le plus d'émissions de CO2, c'est les ouvrages qu'on réalise pour nos clients. Et certaines fois, c'est eux qui nous le disent, des fois, c'est nous qui leur disons, mais on dit souvent, votre carbone, c'est notre carbone. Mais en fait, votre carbone, oui, parce que quand je construis le bâtiment d'un client, c'est son carbone, mais en fait, ça rentre dans mon bilan carbone. Et donc, si j'arrive à faire des efforts pour réduire l'impact carbone de son bâtiment, j'améliore mon bilan carbone aussi, et donc ma contribution aux objectifs nationaux et internationaux. Et donc, de réduire notre empreinte indirecte, c'est finalement réduire aussi directement notre empreinte.
Le but, c'est aussi de travailler sur notre contribution au développement territorial. Arnaud, tu le disais tout à l'heure, souvent quand on répond à une problématique, on répond à plusieurs problématiques en même temps. Le fait de travailler avec des entreprises locales, avec des matériaux locaux, bien évidemment, c'est bon pour le territoire, mais c'est également bon pour l'environnement, puisqu'on va réduire l'impact carbone lié au transport notamment, et on va utiliser les matières premières présentes à proximité. Et bien évidemment, mais je ne m'étendrai pas sur le sujet, c'est affirmer nos valeurs RSE sur les volets plutôt sociaux et sociétaux. Donc, fort de ce constat, en fait, la première chose qu'on a fait, c'est de faire notre bilan carbone, ce qu'on appelle scope 1, 2, 3, barbairement. Scope 1, 2, c'est nos consommations électriques, nos consommations de carburant, et le scope 3, qui reste le plus important pour des activités comme la nôtre, qui est finalement nos achats. C'est tous les matériaux qu'on achète et donc qui rentrent dans notre bilan carbone. Et quand on fait ce bilan, on s'aperçoit que 78% du bilan carbone d'un groupe comme le nôtre, c'est les matériaux qu'on achète. Donc forcément, bien évidemment, on agit aussi sur les autres scopes parce qu'eux-mêmes sont contributeurs de l'amélioration d'autres domaines. Si on achète des véhicules plus verts, c'est le secteur du transport qui a lui aussi un objectif environnemental dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone. Et donc, on contribue à aider les autres secteurs à atteindre leurs objectifs. Mais nous, on a compris que forcément, là où on avait un effort à faire et là où on devait accompagner la démarche, c'était sur ces constructions décarbonées. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place une démarche spécifique pour accompagner la décarbonation des projets de nos clients, donc la décarbonation de nos clients puisque ça fait partie de leur bilan carbone et donc par la même occasion de notre bilan carbone. Et donc on a commencé par identifier et à référencer et à évaluer toutes les solutions qui permettent de décarboner la construction, tous les matériaux, on va dire, qui n'ont pas nécessairement une obligation de changer de méthode. Et donc on va parler des bétons bas carbone, on va parler également dans des changements un peu plus sensibles de la préfabrication, ce qu'on appelle hors site, dans une vision 2D, donc je livre des panneaux finis sur un chantier, jusqu'à réfléchir à des modes de construction qui vont être ce qu'on appelle du modulaire 3D. Je viens avec un élément fini que je livre sur un chantier, donc un élément industriel que je livre sur un chantier. Et donc en référençant toutes ces solutions, on a regardé quelle est l'amélioration de l'impact environnemental lié à ces changements, mais également quel est l'impact économique. On en a assez parlé autour de cette table ronde. À un moment donné, il y a quand même une équation technico-économique à résoudre et le budget du client final n'est pas extensible, que ce soit on va dire une personne morale ou une personne physique. Et donc dans cette veille, on a essayé d'identifier différents types de solutions et on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'en réalité, quand on mesure un bilan carbone, chose qu'on fait aujourd'hui systématiquement pour nos opérations, on s'aperçoit qu'il y a déjà toute une palette de solutions qui n'ont pas d'impact économique ou quasiment pas d'impact économique. C'est tellement infime que c'est intégrable de manière naturelle dans un projet. Et donc ces solutions, notre objectif, c'est de les intégrer systématiquement dans les projets qu'on développe. Parce que même si ce n'est pas une attente forte de notre client, en réalité, c'en est une inconsciente peut-être, c'est une attente nationale et en plus c'est une attente qu'on a vis-à-vis de nos propres objectifs puisqu'on s'est donné comme objectif de réduire notre bilan carbone à horizon 2030 et à horizon 2050. Donc ça c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est qu'il y a des solutions, on se dit la solution elle a l'air super mais ça crée quand même des doutes tant la pertinence de la solution ou la capacité à mettre en œuvre cette solution que les impacts économiques de cette solution. Donc on réalise des tests grandeur nature, des opérations pilotes dans lesquelles on a identifié une solution qui nous paraît pertinente et on se dit on va la tester sur une opération concrète. On va potentiellement prendre pour nous le surcoût potentiel ou réel de cette solution et on va se faire un vrai retour d'expérience. Certaines fois à petite échelle, des fois à plus grande échelle, comme on a pu le faire avec les équipes de Mathieu Barre Bâtiment Sud-Est sur une opération à Dardy sur laquelle on a réalisé un bâtiment en béton de bois, donc des éléments préfa qu'on livre sur un chantier dont le bilan carbone est négatif, ou encore des bétons qui intègrent du biochar sur une opération sur un data center à la Doua. Donc voilà, ça c'est des opérations concrètes et une fois qu'on a réalisé ces expérimentations, on peut nourrir un retour d'expérience qu'on sait partager
bien évidemment au sein du groupe, au sein de nos différentes entités, mais aussi à l'extérieur, parce que l'objectif, c'est aussi de faire évoluer le domaine de la construction de manière à démystifier la complexité de certaines solutions ou le surcoût de certaines solutions, et on s'aperçoit que ces surcoûts, ils sont pas si élevés que ça. Et justement, après, il y a nos clients. Nos clients, la question, c'est qu'est-ce qu'on leur propose? Donc ces investigations, elles permettent, quand on s'adresse à des clients qui sont sensibles à cette démarche, et aujourd'hui des clients sensibles à cette démarche, c'est quotidien, soit parce qu'ils ont des vraies convictions, ce qui peut arriver, et ça arrive de plus en plus souvent, et parce que c'est plus la prise de conscience que le fait de ne pas vouloir y aller en fait. Je pense qu'on parle suffisamment d'environnement aujourd'hui pour qu'on se dise qu'on est conscient de la nécessité d'accélérer et donc eux-mêmes de prendre leur part et d'être moteurs. Et si jamais ils ne le sont pas, de toute façon, en général, leurs investisseurs le sont et on leur demande les grilles ISR pour vérifier que leur projet répond à toutes les problématiques environnementales. Et donc à ces clients, l'objectif, c'est d'arriver à leur proposer d'aller potentiellement plus loin que ce qu'ils auraient pensé pouvoir atteindre en se disant ça va être trop cher. Et en fait, on s'aperçoit que ces niveaux de performance plus ambitieux, certes, ça coûte plus cher, mais on n'est pas en train de parler de 10% de coûts travaux. Et quand on leur propose des solutions, c'est plutôt quand on est à 1% du coût travaux ou moins de 1% du coût travaux. Donc on s'aperçoit qu'il y a un vrai potentiel, mais effectivement, il faut se donner les moyens d'explorer ces solutions. Il faut avoir envie de tester, sachant que de toute façon, il va falloir y aller. On n'aura pas le choix. Oui, c'est ça. De toute façon, les échéances de la RE 2020 arrivent aussi et elles sont quand même fortes. Alors, les échéances de la RE 2020 sont fortes, c'est clair, et on a l'avantage. Tout le monde ne dira pas qu'on a l'avantage, mais on a l'avantage en France d'avoir une réglementation qui est très ambitieuse, et non seulement qui est ambitieuse, puisque c'est la première réglementation dans le monde qui impose un impact carbone qui est lié à la construction d'un bâtiment, mais en plus, ils nous ont été sympas parce qu'ils nous ont dit comment ça allait se passer en 2025, en 2028 et en 2031. 2031, ça fait un peu peur, mais 2025-2028, c'est plutôt rassurant et on voit que c'est des choses qui sont atteignables. Oui, et puis c'est dans l'objectif que toute la filière se mette en ordre de marche, et c'est ça qui est intéressant. Mais ça me permet de rebondir justement sur la réglementation, parce que on parle de la réglementation de la RE 2020 qui s'applique au neuf, mais c'est vrai qu'en réhabilitation, et Madame Touvenot en a parlé ce matin, il y a des questions de réhabilitation qui sont très prégnantes. On a un Haut Conseil pour le climat qui épingle chaque année le retard de la France sur la réhabilitation de ses bâtiments et sa rénovation énergétique. J'en ai parlé un petit peu avec Mathilde Farkas quand on a préparé l'entretien. Et je déplorais l'absence de réglementation dans l'existant. Et Mathilde me disait, oui, mais moi j'ai un modèle économique tel que je ne pourrais pas me permettre d'avoir des 5 000 € d'études supplémentaires sur mon projet. Donc ce qui est intéressant sur le projet que vous nous avez présenté, c'est que vous avez fait une approche un peu holistique avec des bureaux d'études. Je suis preneur que vous... Et je propose, Arnaud, après cette petite intervention de Mathilde, qu'on enchaîne sur quelques questions, si ça vous convient. Pas de souci, je vais être brève. Bon, j'expliquais les équilibres économiques fragiles, et en fait, sur des projets où les prix de revente sont pas très hauts, on est obligé de réfléchir de manière très artisanale. Donc en fait, venant d'un grand groupe, c'est vrai qu'on lance un projet, on lance tout un tas d'études, et mon frère, qui était très dans l'artisanat, me dit mais attends, mais on va faire tout seul. Bon. Attends, on va réfléchir à ce qui est vraiment nécessaire et on va réduire au maximum pour voir, en termes d'études, qu'est-ce qu'on est obligé de faire, de ce qu'on n'est pas obligé de faire, pour ne pas faire des études qui auraient un impact tel qu'on ne pourrait pas sortir le projet. En fait, sur des gros projets, les études représentent une part peu importante du prix du chiffre d'affaires, alors que pour nous, sur des petites opérations comme celle-ci, comme tout le monde a des frais de structure et qu'une étude elle a un coût minimal, ça peut avoir une grande influence. Donc en fait, on avait quand même envie de se faire accompagner sur la dimension environnementale, et donc on a réfléchi avec Romain Fèvre d'Epco sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place entre nous pour
aller vers une démarche qui serait vertueuse, pousser les curseurs le plus loin possible sans faire des études qui prennent énormément de temps. Et on en a convenu lui, ce qu'il aimait, c'est pouvoir être sur le terrain. Moi, j'ai confiance en son expertise. Et donc, on a fait un format d'étude dans lequel il analyse le projet en amont. Et ensuite, on se fait une demi-journée sur le site ensemble. On traite tous les sujets. Je prends des notes pendant cette phase-là. Et du coup, c'est des missions qui nous reviennent pas extrêmement cher. Et comme c'est nous qui commercialisons derrière, on peut continuer à pousser ces sujets-là, on les chiffre, on regarde les conséquences et du coup, on trouve que cette démarche, elle est intéressante de se re-questionner sur les études et on est content qu'il n'y ait pas de réglementation sur la RIAB. Mais vous avez confiance en l'expertise et ça c'est important. On n'a pas toujours. Parfois on nous demande de faire des études parce qu'on n'a pas confiance en l'expertise. C'est intéressant. Il y a des questions dans le public? Ouais. Bonjour. En fait, on est souvent dans l'analyse des projets avec deux valeurs, la valeur CO2 et la valeur euro, et vous avez du mal à trancher, à les mettre en comparaison, à les associer. Il y a un an à Polytech, j'avais vu une conférence du directeur des achats SNCF qui avait dit nous, on a envie d'avancer là-dedans. Et ce qu'on va faire, c'est que chaque fois qu'une proposition sera valorisante sur le plan du bilan carbone, une variante, on va faire une valorisation de 100 € la tonne de CO2 économisé pour pouvoir l'intégrer dans les critères de décision, les critères de choix du groupe SNCF pour mettre à l'achat une valeur à cette valeur CO2. Donc ma question, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que 100 € la tonne, c'est une variable qui peut faire basculer les choses? Qui veut répondre? J'attends. C'est une question intéressante. C'est un vrai sujet, la valorisation du poids carbone, parce que quand on répond à une opération, après la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il est plus intéressant de répondre moins cher ou est-ce que c'est plus intéressant de potentiellement se défavoriser un petit peu, mais de répondre moins carboné? Donc le fait de donner un prix à la tonne de carbone permet de rééquilibrer ça. Et aujourd'hui, on a la taxe carbone qui s'applique à un certain nombre de domaines industriels, l'industrie pharmaceutique, l'industrie pétrolière, les fournisseurs d'énergie, et un certain nombre d'autres industries. Et prochainement, ces réglementations vont s'étendre à tout type d'industrie et donc toutes les entreprises qui émettent du CO2. Et fini les quotas carbone à partir de 2030, ou environ 2030, ça veut dire que finalement, le prix de la tonne de carbone aujourd'hui, c'est à peu près 80 €. On a pour prévision que ce soit plutôt aux alentours de 150 € d'ici 2030 et potentiellement aux alentours de... Les prix sont vagues, entre 350 et 650 € d'ici 2050. C'est-à-dire que quand la SNCF dit « moi je valorise à 100 € la tonne », c'est pas ouf, c'est pas énorme. Moi, la SGP fait mieux. La SGP, elle dit c'est 200 € la tonne. La Société du Grand Paris, quand on lui propose des solutions pour décarboner les futures lignes de métro et les tunnels, elle nous dit je vous le valorise à 250 € la tonne. Donc, et le rapport Kiné préconise 440, donc vous voyez, on a encore une petite marge. Oui. Et c'est un argument qu'on a un peu du mal à faire valoir parce qu'on parle souvent de temps de retour sur investissement, mais il y a aussi la question du carbone. Donc on propose souvent à des maîtrises d'ouvrage de leur dire on va surinvestir à l'instant zéro, mais vous allez économiser des émissions carbone dans l'exploitation de votre bâtiment. Avec une valorisation à 80 ou à 100 €, ça ne représente pas grand-chose. À partir de 500 €, oui, là, ça devient quand même intéressant. Pardon? Aujourd'hui, RSH, objectivement, il ne sait pas valoriser un prix pour objectiver en fait un prix pour une tonne de carbone non émise. Et j'ai envie de dire, en tant que maître d'ouvrage, on s'essaye déjà à avoir un raisonnement le plus global possible, parce qu'on ne fait pas que de la promotion, on fait de la gestion derrière, à penser à notre utilisateur après nous, à la vie du bâtiment après. Alors la vie du bâtiment, ça c'est un raisonnement en plus qu'on peut partager avec l'habitant et avec nous-mêmes aussi en tant
en tant que potentiellement propriétaire de certains bâtiments, en disant c'est aussi notre valeur de transformation de demain. Donc je dirais en tout cas personnellement, avant de faire des calculs d'euros de tonnes par tonne de carbone, je trouve qu'on a d'autres équations complexes effectivement à regarder et peut-être de façon même un peu plus empirique de mettre des prix dessus. On n'en est pas là en train de calculer un retour d'investissement de telle ou telle solution, mais de se dire est-ce que je peux supporter cette solution ? Est-ce que mon utilisateur peut la supporter? Est-ce que, et alors là franchement qui sait me répondre, est-ce que la solution qu'on prend elle est durablement bonne? Parce qu'aujourd'hui, il paraît qu'on mange le polystyrène des isolations qu'on a posées il y a 15 ans en pensant bien faire quand même. Je pense qu'on est tous concernés ici. Donc, ouais, moi, j'en suis pas là en train de faire des coups. Mais s'il y a une méthode d'objectivation, je suis preneur pour essayer d'en discuter. Mais en tout cas, ce que je voulais dire par là, c'est essayons tous d'avoir et c'est déjà assez complexe, d'avoir un raisonnement, un calcul le plus global possible de tous les impacts, coûts que ça peut avoir. De toute façon, aujourd'hui, moi j'ai l'impression que ces équations, en tout cas de concilier tout ça avec l'abordabilité, ça va être compliqué si on regarde les équations comme on les regarde jusqu'à maintenant. Surtout que c'est un mystère pour personne, mais visiblement l'investissement public ne va pas nous aider dans les années à venir. Et je crois que ces derniers temps, moi je trouve qu'on s'en sortait plutôt bien à financer nos initiatives par justement des choses qui se mettaient en place, c'est-à-dire qu'on s'engageait dans des projets un peu à l'aveugle, on n'avait pas bouclé le plan de financement, mais en transformant un peu nos métiers, en allant chercher des financements par-ci, par-là, on arrivait finalement à trouver notre modèle. Bon, là, il semble que ces petits AMI ou autres fonds divers, à la fois, ils ont des temps de vie assez limités et j'ai peur que dans une mouvance générale, ils se retrouvent réduits. Donc, on va devoir se reposer encore des nouvelles questions, créer des nouveaux outils pour financer tout ça. Et notre approche dans tout ça, elle est de se questionner, et pour l'instant c'est qu'une question, mais sur une approche vraiment frugale. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui, plutôt que d'empiler des normes, des calculs, etc., qu'est-ce qu'on peut faire de plus simple peut-être, comment on peut prioriser les choses, aller sur des essentiels dans une démarche qui limite notre empreinte environnementale sur le long terme. On transmettra la question à Guillaume Casbarian. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? J'en profite aussi pour dire qu'il y a deux mécanismes sur cette question de la valorisation du carbone. Il y a deux mécanismes possibles dans le bâtiment. C'est les certificats d'économie d'énergie, les CEE, qui sont valorisés par ce mécanisme-là. Et puis il y a le label d'État, le label bas carbone, qui est sorti l'année dernière, qui vous permet aussi de valoriser les économies carbone que vous faites. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est pas à la hauteur de l'investissement d'un bâtiment. Puis disons-le, c'est très complexe, c'est sûrement, enfin on a l'impression que c'est vraiment des trucs d'ingénieurs, c'est un ingénieur qui parle. Mais voilà, quel est le raisonnement global? Comme disait Bertrand, c'est complexe mais c'est cool. Je ne sais pas si c'est cool tous les jours, franchement. Enfin, on a l'impression que dans l'accumulation de normes, de méthodes, etc., qui sont toutes bien fondées, j'en doute absolument pas, mais voilà, est-ce qu'on ne passe pas à côté d'un regard plus global? Moi, c'est mon sentiment de maître d'ouvrage, où je crois qu'aujourd'hui, on a besoin, plutôt que de s'arc-bouter sur des cahiers des charges, souvent imposés dans des opérations d'aménagement et autres, se laisser le temps nécessaire de la discussion entre tous les acteurs. C'est vraiment, pour donner un exemple de tous les acteurs, et c'était bien effectivement, puisqu'on n'a pas que des constructeurs ou des maîtres d'ouvrage, on a des assureurs. Je vais prendre un autre exemple. Aujourd'hui, peut-être quand on s'attaque à l'existant, et on a tous envie d'y aller, on a besoin d'aller travailler sur l'existant, c'est notre valeur de demain. Nos réserves de demain, notre pouvoir de transformation. Eh bien, aujourd'hui, la fiscalité d'existant, elle n'est absolument pas faite, elle n'est absolument pas bénéfique. C'est-à-dire que vous engagez dans une démarche bas carbone en disant tiens, je vais aller surélever mon bâtiment existant, et paf, vous tombez sur un bordel de fiscalité contre-productif qui va vous faire
vous écartez de l'abordabilité recherchée in fine aussi dans cette démarche. C'est quand même, et c'est incroyable. Et là, je peux vous en citer des kilomètres de trucs de notaires, là, incompréhensibles. Mais les notaires, ils cherchent aussi, et ils doivent faire partie de la boucle également. Hein. C'est vraiment tous les acteurs, on a tous un travail collégial à mener pour y voir plus clair ensemble et globalement. Hein. Oui, tout à fait. Merci, ambiance. Merci Arnaud. Il fallait un dernier coup de non, gueule. Non, c'est positif. On vise une simplification. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? J'ai pas l'impression. Si pas, j'avais demandé à chacun de vous de partager avant de te laisser conclure. C'est très bien. Chacun de vous de partager un conseil de réflexion pour la suite, un livre. Donc je vais les projeter, puis je vous laisserai les commenter. C'est Marielle. C'est une concrétisation. Donc là, c'est vraiment donc notre métier où on fait de la gestion d'immobilier productif, donc pour réintégrer de l'immobilier productif en secteur dense. Donc c'est les ateliers du MA, c'est un projet qui est en cours de consultation. Et là, c'est vraiment un travail long où ça a commencé en 2019 à se poser la question, c'est quoi les ateliers, c'est quoi le village d'activité de demain et c'est quoi la filière du bâtiment durable. Donc il y a les deux interrogations. Et ce travail, il a été fait en interne, donc à la fois avec nos gestionnaires immobiliers, on a nos programmistes, et c'est donc sur l'opération d'aménagement de Mas du Taureau. Donc vraiment, c'est pour vous montrer comment notre écosystème réfléchit. Et ici, on est donc sur un modèle avec activité en étage, ça a déjà été présenté, mais voilà, c'était une inspiration. Sobriété énergétique, de la même façon, on va plus loin que ce qui est imposé pour ce type de bâtiment. Sobriété carbone, matériaux bio et géosourcés, et bien sûr, tout ça, comme on était sur le coût, combien ça coûte, tout ça, on doit le faire à prix quand même très maîtrisé, puisqu'on doit maîtriser nos loyers de sortie. On est dans des secteurs d'activité avec un coût de sortie maîtrisé. Ce n'est pas sans implication, c'est ça qu'il faut dire, c'est-à-dire que nous, nos retours d'investissement sur ce type d'opération, ils sont plus longs. On a 3 villages d'entreprises de ce type, dont aussi de la rénovation, qui sont sur des taux de retour qui sont plutôt au-dessus de 20 ans, plutôt vers 27 ans. Ce qui veut dire concrètement, c'est que nos marges d'investissement de fonds propres sont plus immobilisées et donc moins de capacité d'en faire sur le long terme. Ça, c'est pas très positif. Alors, je vais essayer de finir sur une note positive. Vous remercier parce qu'on a eu beaucoup d'inspiration, surtout, on va dire, des secteurs moins centraux. Et que tout ça, ça nous remotive. Et que, en fait, il ne faut pas oublier le sens. J'aime bien replacer toujours dans l'histoire pourquoi on le fait. C'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile, c'est un peu le bordel, mais on sait pourquoi on le fait individuellement et collectivement. Merci Marielle. C'est vous Mathilde. Un peu de magie dans ce monde de brut. La vie est belle et on va tous s'en sortir. Et donc, je pense que ça passe par une prise de conscience collective et par une attention à notre environnement. Et ce livre, il est magnifique. C'est Peter Wolleben qui l'a, pardon pour son nom, qui l'a écrit et il a été adapté en roman graphique. C'est absolument génial à lire. Ça fait comprendre l'écosystème de la forêt et son importance, la façon dont elle a été traitée jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que lui, il l'envisage. Et ça fait du bien. Voilà. Ça, c'est Arnaud. Oui, il a déjà été cité ce matin. Il a décidément pas mal de succès, j'ai l'impression, Olivier Amand. En ce moment, on l'a déjà vu dans le cadre de VAD, Ville Aménagement Durable, l'année dernière. Et 3,90 €, une quarantaine de pages, donc c'est très accessible et facile à lire. Et si on retient même que ce qui est écrit en gros, c'est ça qui m'intéresse, l'antidote au culte de la performance, voilà, par rapport à ce qu'on disait, changement d'échelle de raisonnement, de regarder les choses plus globalement.
Et effectivement, en plus, en s'appuyant sur des exemples du vivant, il n'y a pas de clé particulière dans ce livre, mais je trouve que réfléchir à ces activités dans ce changement de paradigme qui est proposé est très inspirant et très positif. Merci. Et Jonathan? Oui, on a pas mal parlé de rénovation finalement sur la fin de cette table ronde. C'est un sujet sur lequel on a pu travailler dans le cadre du comité stratégique de filière industrie pour la construction. Bien évidemment des solutions pour arriver à massifier d'une part la rénovation, mais ce livre blanc, comme souvent, ses destinataires sont au sein des différents ministères pour justement passer ces messages de débloquer des financements, débloquer un certain nombre de mécanismes administratifs lourds qui sont des freins aujourd'hui à la rénovation et surtout stabiliser à un moment donné des mécanismes de subvention comme les certificats d'économie d'énergie qui changent des fois du jour pour le lendemain sans qu'on le sache. Voilà. Et donc voilà, je vous invite à consulter ce livre blanc si vous le souhaitez, et qui est un bon recueil finalement de certaines choses qu'on a pu parler sur la rénovation. Eh bien, merci beaucoup.